À 9h30, le Pacifique semblait vide et sincère, ce genre de néant qui trompe. Une traînée sombre coupait la surface vitreuse, juste une fine ligne blanche, rien de dramatique. Dans l'avion de surveillance, cette ligne mince signifiait tout. Le technicien capteur gela l'image, les doigts suspendus. L'indicateur de vitesse du contact clignotait, 48 nœuds. Les bateaux de pêche ne faisaient pas 48 nœuds. Les bateaux de pêche ne portaient pas de bâches bleues qui montaient et descendaient avec des respirations lourdes. Le HC-130 cartographiait la même grille depuis l'aube. Son radar avait déjà repéré des dizaines d'échos suspects, mais celui-ci gardait la proue basse et le profil fermé. À 7 heures, l'opérateur l'avait marqué comme inhabituel. À 8h45, le réseau Link 16 avait illuminé la salle de commandement. À 9 heures, l'image s'était précisée. 4 moteurs hors-bord haute puissance, un pont chargé, sans AIS, sans signal, cap vers le large, là où l'on soupçonnait des points de rendez-vous. L'équipage l'appela un Go Fast, la cellule de renseignement, un prix. Le patrouilleur en station, identifiable sur l'image par son numéro de coque, se trouvait à 30 minutes et 20 milles de distance. Pas assez rapide pour rattraper, mais suffisamment proche pour compter. Les mathématiques étaient sèches. La cible consommait du carburant à ce rythme, juste assez pour créer une fenêtre si l'on gagnait du temps. L'équipe aérienne avait une autre réponse, Itron. Le MH-65 décolla dans un murmure, le ton de la turbine bas et concentré. Son équipage s'attacha pour un acte qu'ils avaient été répété jusqu'à ce que la mémoire musculaire prenne le relais. Depuis 1500 pieds, l'appareil affina sa vision. La tourelle électro-optique éplucha les couches de mer et de chaleur jusqu'à ce que l'équipage puisse compter les hélices et lire les coutures des bâches. Le pilote inclina l'aéronef. Le tireur de l'équipe, technicien et franc-tireur, prépara une solution nette. Une seule balle pour neutraliser le moteur, soigneusement visée. Non létale, mais définitive. Ce n'était pas de l'improvisation, c'était une chorégraphie enseignée. Ils s'approchèrent par un arc tranchant, les altimètres murmurant, le vent faisant vibrer les patins. En bas, le Go Fast filait droit et fier, sa traînée sifflant comme une corde lancée. L'équipage du MH-65 synchronisa sa descente avec les calculs de carburant de la cible et la vitesse de rapprochement du patrouilleur. Trop tôt, et les fuyards s'échapperaient. Trop tard, et le navire d'interception serait coincé dans le sauvetage. À 300 pieds, les yeux de la tourelle se verrouillèrent. Le tireur pressa la détente. La balle toucha la masse hydrodynamique dans le faisceau d'hélice. L'eau jaillit en un geyser et un moteur toussa. Un instant, les fuyards gardèrent les darrois. Calé gaz à fond, puis le 4e hors-bord hésita, toussa et mourut. Un silence mécanique tomba sur la traînée. Le Go Fast vira, l'accélérateur cherchant, puis s'arrêta. En 10 minutes, le patrouilleur approcha. Les équipes de pont lancèrent des embarcations. Les équipes d'abordage préparèrent les trousses de premiers secours. L'équipage de la cible, jadis confiant, désormais enveloppé de bâches et de défaites, se rendit avec la résignation sourde de ceux qui avaient surestimé leurs chances. Les ballots bleus furent inventoriés. Et les chiffres du manifeste confirmèrent la suspicion avec la valeur marchande. L'interception n'avait coûté aucune vie et avait sauvé une côte d'un autre envoi de poison. De retour à bord du HC-130, le technicien capteur expira et valida l'enregistrement. La mission serait documentée et rejouée, un autre triomphe silencieux de persistance et d'application patiente, d'outils conçus pour un problème précis. Au-dessus de l'océan, le ciel se refermait sur un bleu indifférent. En dessous, la traînée d'un patrouilleur tressait de nouvelles lignes sur la carte. À 3000, la surface de la mer semblait tracée à la règle, une ligne pâle de craie où le sillage coupait net et tendu. Le Go Fast maintenait son zigzag de manuel, une habitude pensée pour tromper les chasseurs de surface. Au-dessus, l'hélicoptère lisait ce motif comme un livre de comptes et voyait bien que l'arithmétique ne tenait pas. Ils avaient été suivis pendant des heures. 2 heures avec des yeux continus dans le ciel, les capteurs cousant une image sans clignement.
4 hors-bord haute puissance, pont couvert de bâches, 100 AIS, vitesse constante à 50 nœuds. Une habitude devient une signature. Le registre du HC-130 alimenta l'équipage du MH-65 avec les chiffres consommation par moteur, capacité estimée des réservoirs, temps depuis la mise en route. Les mathématiques dessinèrent une ligne du temps. La piste de fuite des contrebandiers était finie. Soutenez les marins qui risquent tout pour que nous puissions vivre en paix. Abonnez-vous et partagez. Le MH-65 prit de la hauteur. En 3 dimensions, zigzaguer est une gêne, pas une solution. L'hélicoptère pouvait voler en ligne droite entre les nœuds d'interception pendant que le bateau brûlait du carburant à chaque changement de cap. Le visage du pilote resta neutre. La patience était une arme. Le copilote ajusta la distance de sécurité et les communications, tandis que le tireur vérifiait les angles et le vent. Ce n'était pas un spectacle, c'était de l'arithmétique lente sous pression. À 500 pieds, les pales sculptèrent un bol de vent. L'écume fouetta le pont et plaqua les bâches contre les côtes de la cargaison. Le LRAD sonna comme un juge, clair, fort, impossible à ignorer si l'on tenait à ses tympans. United States Coast Guard, arrêtez votre embarcation. Préparez-vous à être abordé, tonna-t-il en anglais et en espagnol, les mots projetés dans le chaos pour que la reddition soit un choix conscient, non un accident. Là-dessous, la comptabilité était différente. 5 hommes, 1270 kilos de cargaison, un butin qui pouvait acheter la fuite, chacun pesa le risque contre le gain. Les cages légales semblaient grandes, l'instinct tendait à fuir. Fuir avait déjà marché, peut-être encore. Ils gardèrent les gaz ouverts. Le MH-65 égalisa vitesse et angle, gardant une distance suffisante pour maintenir les armes légères hors de portée efficace, mais laissant ouvertes les options pour la suite. L'équipage observait les jauges de carburant et traçait où le bateau pouvait, et ne pouvait pas, aller avec les heures restantes. La traînée du patrouilleur se rapprochait au fond du cadre, temps et distance convergeaient. Puis, de petites inévitabilités s'imposèrent. Un moteur toussant, des tours minutes vacillant, le rooster tail hésitant. Les pilotes, là-haut, avaient déjà acheté le temps. Les mathématiques avaient fait leur œuvre. À mesure que les marges de carburant s'amenuisaient, les options des contrebandiers se réduisirent à 2 choix évidents, se rendre ou parier sur l'horizon. En cet instant, l'horizon ne fut pas clément. L'hélicoptère resta calme, stabilité dans le tangage, voix sereine dans le haut-parleur, tandis que le patrouilleur fermait le cercle. Le reste fut procédure, paperasse et comptage des ballots comme preuve. 15 minutes d'avertissement, de signaux visuels et de LRAD n'avaient reproduit que du vent et du défi. Le Go Fast hurlait toujours vers l'horizon, les bâches battant comme des drapeaux coupables. Depuis la cabine, le pilote regardait les minutes comme des balles. Il appela le patrouilleur, demande d'autorisation pour passer au tir de semonce. Kimball répondit vite, « Autorisé ». Le mitrailleur plaça la M240B en position, la bande de cartouches brillant au soleil. La première rafale ne visait pas à tuer, c'était de la ponctuation, des traceuses et des colonnes d'eau écrivant une seule phrase. « Arrêtez-vous ». Les impacts frappèrent la casquille de l'océan à quelques mètres de la proue et le staccato mécanique de la M240 résonna à la surface. La plupart des équipages cèdent à ce son. Pas ceux-là. Ils enfoncèrent plus encore l'accélérateur. Les 4 Mercury hurlèrent à pleine charge, les hélices cavitant, la traînée éclatant en un jet de défi étincelant. Le balai de tribord à bâbord semblait frénétique vu d'en haut, mais ce n'était que physique prévisible. Contre des avions à voilure fixe, zigzaguer gagne du temps. Contre une plateforme capable de tourner sur place, cela ne fait que gaspiller du carburant. Le pilote regarda les indicateurs, observa la distance et sentit l'inévitable. Ils avaient brûlé la marge qui leur permettait encore d'espérer. 3 rafales de semonces, toujours aucune réponse. Le pilote transmit en clair, sujet non coopératif. L'autorisation revint comme un scalpel, procédé à la neutralisation.
Le mitrailleur aérien changea de bande pour un instrument unique et précis, un Barrett M107, calibre 50, à longue portée et chirurgical entre de bonnes mains. Ce n'était pas de la fanfaronnade, c'était l'inévitabilité encadrée par les règles et l'entraînement. Les équipages Itron n'improvisent pas. Ils sont sélectionnés parmi les tireurs les plus compétents et forgés par des répétitions entre vagues et vents jusqu'à ce que jugement et instinct fusionnent. Ils pratiquent la mathématique brute des plateformes en mouvement. Avance, retard, état du rotor, état de la mer. Ils s'entraînent jusqu'à ce que 1000 mouvements de l'appareil deviennent réflexes. Une évolution typique consomme des milliers de cotislia de cartouches et laisse le tireur serein lorsque le moment vient. Depuis le montage stabilisé, la réticule du Barrett trouva la cible, le point de jonction entre eau et hélice, une faiblesse d'ingénierie où un seul tir bien placé peut transformer le mouvement en immobilité. Le tir fut clinique. Le faisceau d'hélice cavita, puis un moteur toussa, s'étouffa et mourut. Le 4e hors-bord suivit, un dernier râle avalé par l'écume. Abonnez-vous pour suivre des histoires d'héroïsme silencieux qui sauvent des vies chaque jour. Le silence tomba, étrange et immédiat, sur le sillage. L'accélérateur du Go Fast chercha un rythme hébété, puis tomba et le barreur coupa les moteurs. 10 minutes plus tard, les embarcations du patrouilleur étaient à son flanc, les équipes d'abordage se déplaçant avec une efficacité contenue. Ce qui avait commencé comme un théâtre, avertissement et provocation se conclut par un fait simple. L'usage patient d'une force calibrée transforma une poursuite en garde à vue. L'hélicoptère chevauchait l'air comme une clé de voûte. Chaque battement de rotor, un métronome mesurant distance et temps. En bas, le Go Fast feignait encore que l'inertie pouvait remplacer le jugement. 50 nœuds d'intention traçaient du blanc derrière lui, mais la vitesse seule ne triomphe pas de la géométrie. Les impacts depuis une plateforme en mouvement sur la mer sont un casse-tête terrible. 3 axes de mouvement pour l'aéronef, une embarcation sur un autre vecteur, la houle ajoutant des verticales imprévisibles, le vent déviant les projectiles, le sel voilant les optiques. La plupart des tireurs d'élite veulent un perchoir stable et une cible immobile. Les tireurs Itron n'ont pas ce luxe. Ils cultivent une autre monnaie, l'expérience convertie en instinct. Pourquoi les moteurs? Parce qu'immobiliser la propulsion sauve des vies et préserve l'épreuve. Couler une coque efface les traces et met des vies en danger. Un bateau mort est une scène médico-légale. Les moteurs sont aussi de grandes cibles, fonderies d'aluminium aux entrailles de précision qui deviennent des éclats au moindre impact. Un tir précis transforme le mouvement en silence. L'équipement du tireur était conçu pour compenser. Un montage stabilisé, une visée holographique permettant de garder les 2 yeux doux et attentifs, et un désignateur infrarouge trouvant le contraste dans une scène brûlée de reflets. La technologie aida, la pratique fit le reste. Des centaines d'interdictions enseignèrent d'un rythme où pilotes, tireurs, machines et houles trouvaient un accord momentané. La première balle de calibre 50 entra dans un bloc extérieur tribord et le moteur se rendit dans une petite explosion intime. Métal éclaté, huile et liquide de refroidissement bouillant vers l'air. La vitesse tomba de 50 à 38 nœuds en un souffle. Le gouvernail chercha son équilibre, tandis que les déséquilibres de couple luttaient contre la coque. Les contrebandiers martelèrent l'accélérateur, espérant que la redondance les sauverait. Ce ne fut pas le cas. Le second tir trouva une unité bâbord à mi-longueur, sectionnant conduit et détruisant la pompe. La fumée transforma l'aube en hématome. La vitesse descendit vers les 20 nœuds. La chorégraphie du navire, virage serré et vecteur soudain, perdit de son tranchant à mesure que le poids et la résistance prenaient le contrôle. La maniabilité s'évapora. Pour le 3e tir, le tireur avait déjà trouvé une cadence silencieuse. Visée, avance et pression de la détente se réunirent en un acte pratiqué. La balle creusa les entrailles d'un autre moteur. 12 nœuds, à peine du gouvernement. Le dernier moteur, déjà surchargé,
L'eau de mer, noyant son admission, s'effondra dans un dernier éclat lorsque la 4e balle trouva sa cible. Le Go Fast resta inerte, un bateau devenu preuve. Le silence impose une autorité étrange en mer. Sans moteur, sans option, il ne reste que des décisions. Attendre la loi ou tenter de nager jusqu'à la côte. L'hélicoptère maintint sa veille, tandis que le patrouilleur refermait la géométrie jusqu'à la certitude. De petites embarcations furent mises à l'eau. Des équipes entraînées s'inclinèrent vers un abordage qui fut du travail, non du drame. Des hommes ayant misé leur vie sur la vitesse enroulaient maintenant leurs mains dans des bâches et se rendaient. La scène se conclut sur une note pratique. Ballots inventoriés, chaîne de preuves engagées, visage observé pour le remords ou l'entêtement. Au-dessus, le copilote nota le temps sur l'objectif et le tireur expira. La physique avait fait ce que l'espoir n'avait pu. L'opération se termina comme une annotation dans le journal de bord et un exemple silencieux de la manière dont la patience habile transforme le mouvement en immobilité. Les deux Éribais approchèrent de comme une paire de serre-livres, glissant sur la houle avec une grâce mécanique. Leurs diesels, 470 chevaux chacun, grondaient sous le pont, tandis que les timoniers sculptaient l'espace dans la mer. À 45 nœuds, les vedettes avalaient les vagues et balayaient l'écume. Les hommes à bord portaient des gilets balistiques sur combinaison de plongée, fusils prêts, visage sous visière, chaque mouvement était répété. Aimé et partagé pour les hommes et les femmes qui transforment le danger en travail d'équipe. La formation était de manuel, embarcation de tête pour le contact, embarcation de queue pour l'observation et le soutien. Le timonier de tête garda un angle oblique par rapport au quart du navire ciblé. La seconde se déplaça avec fluidité dans un balayage tribord offrant des champs de tir de couverture si nécessaire. À 10 mètres, l'opérateur d'étrave se leva, pistolet pointé, silhouette découpée contre l'écume fendant le soleil. Un 9 mm en main se lit comme la loi, autant que n'importe quelle proclamation. L'Espagnol tonna sur le sillage, ordre rapide et précis. Mains en l'air, ne bougez pas, mettez-vous à genoux. La langue importe peu quand la grammaire est celle de l'obéissance. Les contrebandiers restèrent figés entre bâches bleues et cordages, yeux humides de sel et de calcul. La seconde Éribe entra dans le cadre, 6 fusils balayant le pont comme une auréole. 12 armes, 12 mains entraînées, 5 hommes pensant vite à des décisions déjà prises. Ils avancèrent avec une obéissance lente et réticente, mains levées, visages baissés, ventres exposés. Les grappins tombèrent, les amarres furent assurées, l'acier toucha la coque. Les opérateurs montèrent à bord avec une économie pratique. Couverture, menottes, sécurisation. Le statut du navire changea en un instant, sans pavillon, sans papier, un fragment apatride de commerce désormais saisi. Tous les dénouements ne sont pas tonitruants. L'équipe de disposition apporta des bidons de carburant et une seule fusée éclairante, professionnelle et sans cérémonie. Une allumette, une fusée lancée, et le Go Fast devint un brasier de mauvaise décision. Les flammes léchèrent bâches et tôles fines. La coque brilla orange puis noir. L'équipage observa le bûcher, visages impassibles jusqu'à ce que l'embarcation coule des heures plus tard. Quand les vedettes revinrent, les sacs de preuves étaient pleins et les visages enregistrés. L'équipe tactique remit les prisonniers aux autorités portuaires. Paperasse et chaînes de garde plièrent l'événement dans la bureaucratie. Le feu brûla et l'océan emporta ce qui restait. L'opération se termina comme l'exécution ordonnée d'un entraînement, silencieuse, précise et absolue. Commentez OLA si vous êtes impressionné par son travail sous une telle pression.